Bonjour à tous. Ça marche? Oui. Bon, ben écoutez, moi je suis content parce que je vais vous raconter une histoire que j'aime bien. C'est une histoire française. Alors je vais la raconter moi, mais en fait cette histoire elle a été écrite par un grand nombre de personnes, dont certaines ne sont plus en activité aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça montre que c'est une histoire qui a démarré il y a très longtemps. Alors pourquoi une histoire française? Alors j'ai pensé, j'aurais pu vous donner ces raisons-là à la fin de mon exposé, comme ce qu'on appelle un take-home message. Mais finalement, je me suis dit que c'était quand même important parce que ça permettra de bien comprendre tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc la première chose, cette histoire, c'est une histoire française parce que depuis de très nombreuses années, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale quasiment, on a en Martinique, en Guadeloupe, des dispositifs de recherche français qui accompagnent une filière importante, la filière qu'on appelle la BGM, la banane de Guadeloupe et de Martinique. Et donc la présence de ce dispositif de recherche en territoire français, ça a permis d'anticiper les évolutions futures de la législation et donc de mettre en place également des travaux scientifiques pour anticiper avec des systèmes très en rupture. Alors, la deuxième conséquence, c'est qu'on est en France, on est en Europe, on est aussi dans un climat tropical humide, mais avec une législation qui est bien plus contraignante que celle de la plupart des autres pays où on produit de la banane à l'international. Et la plupart de ces pays sont situés notamment en Amérique latine et également en Afrique, et un petit peu aussi en Asie. Et donc avec des évolutions de la législation qui ont fait sauter un grand nombre de produits au fil du temps. Et je dirais la quatrième roue du carrosse, c'est également l'adhésion des producteurs de bananes Guadeloupe et Martinique à une culture de la durabilité et également un accompagnement par les politiques publiques. Ça notamment, on peut le voir dans ce qu'on a appelé le plan banane durable. Alors, quels sont les pesticides qu'on utilise en culture bananière? Alors déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est que de par le monde, ça représente quand même dans beaucoup de pays des usages très importants, puisqu'on peut avoir des IFT. Les IFT, c'est les indices de fréquence de traitement. C'est le nombre de doses homologuées qu'on utilise par an et par hectare. Donc, ils peuvent atteindre 80. Donc il faut savoir que, pour donner un ordre de comparaison, en France, dans les grandes cultures telles que la vigne ou l'arboriculture, qui sont les cultures qui utilisent le plus de pesticides, on est sur des ordres d'IFT de l'ordre de 20-25. Donc là, 80, vous voyez, c'est quand même très élevé. Et des quantités, donc on peut mesurer aussi l'impact des pesticides par un deuxième indicateur qui, moi, me paraît aussi intéressant, qui est la quantité de substances actives ou matières actives appliquées par hectare et par an. Et là, vous voyez qu'on peut dépasser les 80. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme pesticides en culture bananière? On utilise des nématicides pour lutter contre des nématodes pardon, je me suis mélangé les pinceaux. Qu'on utilise pour lutter contre des nématodes qui vivent dans les racines des bananiers, qui vont provoquer des baisses de rendement, mais aussi des chutes de bananiers. Et la principale espèce s'appelle Rhadopholus similis. Alors, ces produits, on peut les utiliser jusqu'à 3 ou 4 fois par an. Ils ont une toxicité importante. Il y en a un grand nombre qui sont interdits internationalement déjà. Et donc voilà, c'est des produits qui ont en général une toxicité très forte. Alors, on utilise également des insecticides pour lutter contre le charançon du bananier, qui est un insecte, Cosmopolites sordidus, qui va pondre dans les bulbes du bananier, et les larves vont creuser des galeries qui vont provoquer la chute des bananiers. Alors, il y en a un qui est très connu, c'est le chlordécone, qui est plus utilisé aujourd'hui, mais qui est encore rémanent, et je pense que Magali en parlera cet après-midi, d'ailleurs, qui est encore rémanent dans les sols pour de très nombreuses années. On peut utiliser jusqu'à 2 traitements par an.
Aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont utilisés sont des néonicotinoïdes, imidaclopride ou thiamethoxam. Et tous ces produits posent des problèmes d'écotoxicité. Alors, on utilise également des herbicides pour lutter contre les adventices. Un grand nombre de ces herbicides sont aujourd'hui interdits, tels que le paraquat ou le glufosinate. Et aujourd'hui, on utilise majoritairement du glyphosate. On peut faire jusqu'à 10 traitements par an. Ce qui pose également, en dehors des problèmes d'écotoxicité, des problèmes d'érosion des sols et de dégradation de la fertilité des sols, puisque souvent les sols sont nus en bananerais, il pleut beaucoup. En général, là on cultive le bananier et la présence d'un sol nu, en général, favorise l'érosion et la dégradation de la fertilité des sols. Alors, on utilise également des fongicides, et d'ailleurs, c'est le principal poste d'utilisation de pesticides en bananerais, puisqu'on peut avoir des IFT jusqu'à 60 à 70 par an. On utilise des fongicides pour lutter principalement contre la principale maladie du bananier, qui est la sarcosporiose noire, qui est une maladie qui provoque des défoliations, mais surtout qui a un effet sur la qualité des fruits, qui réduit la durée de conservation des fruits. Or, les bananes doivent se manger vertes et il est important de les maintenir vertes jusqu'à l'arrivée en Europe. Alors, il y a énormément de molécules qui sont homologuées dans le monde. Alors, en produits commerciaux, j'en ai recensé jusqu'à 220 en Équateur. Alors, ce n'est pas 220 matières actives différentes. Le principal fongicide utilisé aujourd'hui est le mancozeb, qu'on peut voir là, ici, dans ces gros bidons jaunes. Ou ici, vous voyez, cette photo-là, j'aime bien parce qu'elle illustre bien les grandes quantités qui sont utilisées. Tout ça, ce sont des grandes cuves de plus de 2000 litres de mancozeb. Ça veut dire qu'on en utilise quand même à tour de bras. Alors, j'en parlerai très peu, mais on utilise aussi des fongicides pour lutter contre des maladies de conservation qui affectent la qualité des fruits. Alors, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a fait aux Antilles pour réduire ces usages de pesticides. Alors aujourd'hui aux Antilles, on est quasiment à du zéro nématicide. Alors comment on y est arrivé? Alors évidemment, tout commence par une bananeraie qui est fortement infestée, avec des faibles rendements. Donc on détruit la bananeraie, donc ça veut dire qu'on arrête la monoculture. Et ça, c'était une vraie révolution quand il a fallu dire aux planteurs, vous avez des problèmes de rendement. La seule façon de rentrer dans une spirale vertueuse, ça va être d'arrêter la monoculture. Ça, ils ont eu du mal à le comprendre. Alors la destruction, elle peut être chimique, par injection de glyphosate. Mais aujourd'hui, on essaye de développer des alternatives, comme la destruction par des bovins ou l'œillonnage à blanc, qui consiste à épuiser la souche en retirant au fur et à mesure l'ensemble des rejets. Alors, on va provoquer un vide sanitaire pendant une période de un an ou plus. Alors, on a deux choix. On peut laisser se développer une flore spontanée, mais ce qui présente un certain nombre de risques, parce que le Rhadophilus timilis est une espèce très polyphage, et elle peut se nourrir, elle peut survivre sur un grand nombre d'espèces. Et puis, dans ces jachères spontanées, il faut faire aussi attention aux repousses de bananiers qui peuvent également maintenir l'inoculum en place. Alors, nous, on préfère, comme solution plus élégante, installer un nouveau couvert avec une plante qui est non hôte, par exemple ici, l'espèce Crotalaria spectabilis. Alors évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, il faut vérifier l'assainissement de la jachère par un test biologique. On prélève du sol, on fait pousser des petits bananiers dessus. Et si ce test est positif, on peut replanter. Et là, on va replanter avec un matériel sain qui est du vitroplan. Donc ce vitroplan qui est... Alors d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Vitropic, qui est une filiale du CIRAD, qui a été justement le bras armé pour nous de cette stratégie. Et puis, lorsqu'on a fini... Alors, non, juste pour signaler. Par contre, il faut quand même faire attention pendant cette phase de sevrage des vitroplans à ce qu'on n'ait pas de nouvelles recontaminations avec des nématodes. Et ça, notamment, ces recontaminations, elles peuvent se produire avec de l'eau.
Enfin, en cours de culture, il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles recontaminations qui peuvent se faire par l'eau d'irrigation ou alors par le matériel de rouquerage. C'est un matériel qu'on utilise pour remplacer des plants de la bananeraie lorsqu'ils sont morts. Alors, on va passer maintenant aux insecticides. Aujourd'hui, aux Antilles, on n'utilise plus aucun insecticide. Alors, l'histoire est presque un peu la même que pour les nématicides. Ça commence par l'interruption de la culture, l'arrêt de la monoculture. Alors, avec une particularité, c'est que pendant cette phase de destruction de la bananeraie, on détruit le bananier et en fait, on a une multiplication très importante des charançons pendant cette phase de destruction. Donc, il faut faire attention à bien détruire le bulbe et surtout pour éviter, et puis surtout, il faut éviter que les charançons, une fois qu'il n'y a plus de ressources, ils aillent infecter d'autres parcelles. Donc pour ça, on a développé un piégeage massif, très dense, et d'ailleurs, on peut voir que pendant cette période-là, on a des captures importantes. Donc ça, c'est aussi un élément important de cette stratégie. Ensuite, on va replanter avec du matériel sain. Et pendant la culture, on va piéger en continu. Et là, on va passer, en fonction du nombre de captures, à un système de monitoring des populations, à un système de piégeage de masse, en densifiant l'utilisation des pièges. Donc tout ça, ça nous permet aujourd'hui, notamment aux Antilles, de ne plus utiliser aucun insecticide. Alors pour les herbicides, en fait, on a développé une approche d'écologie fonctionnelle, pour utiliser des couverts végétaux, de ce qu'on appelle les plantes de service. Alors, on peut demander à ces plantes un grand nombre de services, mais là, je fais juste un petit focus sur le contrôle des adventices. En fonction des services qui sont attendus, on peut définir un certain nombre de traits des espèces qui seront favorables au contrôle des adventices. Et donc là, ça nous a permis de développer d'intégrer des plantes de service pour contrôler les adventices, à la fois pendant le premier cycle, qui est la période où finalement il y a le plus de lumière qui arrive à l'intérieur de la bananeraie et où il est plus difficile de contrôler les adventices, mais également en bananeraie établie, où là on n'utilise pas forcément les mêmes espèces, parce que là au contraire il y a peu de lumière et toutes les espèces ne vont pas pouvoir se développer sous une bananeraie. Alors il y a une autre alternative qui est utilisée par certains producteurs, c'est aussi la fauche mécanique, mais là ça pose des problèmes de coût. En ce qui concerne les fongicides, la lutte contre la cercosporiose, donc là je vais faire assez vite finalement. Nous, ce qu'on a développé, c'est un système où on a une utilisation minimaliste des traitements. En gros, je vais schématiser, mais il y a deux écoles en ce qui concerne la lutte contre la cercosporiose. Il y a l'école française, où on fait une lutte raisonnée par avertissement. On va détecter précocement les nouveaux symptômes de la maladie et ne traiter que lorsque c'est nécessaire avec des fongicides à fort effet curatif. Avec ces systèmes-là, on peut réaliser 10 à 12 traitements par an et utiliser une faible quantité de matière active par hectare. L'école américaine, pour rester schématique, c'est une lutte systématique où on emploie souvent des fongicides de contact, qu'on appelle préventifs, qui vont être utilisés toutes les semaines, voire plus fréquemment, dans des pays comme les pays d'Amérique centrale, tels que le Costa Rica notamment, ou le Belize, où on peut faire des traitements tous les 5 jours. Et là, on peut arriver à la fin de l'année à avoir fait 40 à 60 traitements par an, et avec des quantités de matière active qui sont de l'ordre de 40 à 70 kg. Et je pense que ça peut même aller au-delà de ça. Alors évidemment, pour résumer tout ça, pour résumer le chemin parcouru aux Antilles, vous voyez que, alors là, je suis parti de 2006, mais on aurait pu remonter avant pour voir que le progrès était plus important. Donc en termes de quantité de matière active, on voit qu'on n'a quasiment plus aucun nématicide qui est utilisé. Il n'y a plus d'insecticides, on peut le voir ici. Une forte réduction malgré tout des herbicides et des fongicides également, qui restent à des niveaux assez bas par rapport à ce qu'on voit dans le reste du monde. Donc aujourd'hui, en termes de performance, on est à moins de 3 kg de matière active par hectare par an. Rappelez-vous, je vous ai parlé de 80 kg qui pouvait être un maximum.
et à des IFT inférieurs à 10 si on les compare avec des IFT de l'ordre de 80. Alors, ceci dit, on est peut-être aujourd'hui, voilà, on a poussé le bouchon tellement loin qu'on est peut-être aujourd'hui aux Antilles dans ce qu'on pourrait appeler un point de rupture. Tout simplement parce que finalement, là, il est de plus en plus difficile de contrôler la cercosporieuse noire qui est arrivée en 2012, 2010 et 2012 respectivement en Martinique et en Guadeloupe. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette maladie, elle progresse chaque année. On peut le voir ici sur ce graphique quasiment de manière exponentielle. Ce qu'on commence à percevoir également, c'est qu'il commence à y avoir une perte de sensibilité à certains fongicides systémiques tels que les triazoles qui sont ceux qui ont l'effet curatif le plus important sur cette maladie. Alors on commence à voir de plus en plus dans les plantations des bananiers qui arrivent à la récolte avec très peu de feuilles. Alors ça a quand même des conséquences sur la qualité des fruits. On voit une recrudescence de ce qu'on appelle les murs d'arrivage et également de ce qu'on appelle les maladies de conservation, notamment les pourritures de couronne, et des difficultés de plus en plus importantes à commercialiser les fruits. Alors, à côté de ça, on est peut-être aussi globalement à l'échelle internationale à un changement, à un tournant, et peut-être qu'effectivement le changement c'est maintenant. Et ça, il y a un certain nombre de révélateurs de cette évolution. C'est qu'il y a véritablement une révolution qui est en marche dans la GMS. On voit aujourd'hui, moi, ce que j'appellerais une course de la Reine Rouge pour une troisième voie agroécologique. Ça, on le voit notamment chez des opérateurs comme Carrefour, Lidl. Mais on le voit également pour l'industrie agroalimentaire qui utilise beaucoup de purée de banane. On voit qu'il y a une demande pour un nouveau sourcing agroécologique. Donc ça, on a été approché par Danone, Jana Food, qui sont des gros opérateurs de la transformation. On voit également qu'aujourd'hui, il y a des normes qui sont de plus en plus contraignantes à l'international. Tout à l'heure, Paul, tu parlais des normes Global Gap, mais il en existe d'autres, telles que Rainforest Alliance ou Fairtrade. Et là, on voit clairement qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans les cahiers de ces certificateurs, ça va nous amener vers ce qu'on appelle, nous, le double zéro, c'est-à-dire zéro nématicide, zéro insecticide, et également dans un monde sans mancozème. Et là, on voit que ça sera quand même, à l'échelle internationale, le chemin qui a été fait aux Antilles n'a pas encore été fait, et on risque d'avoir une vraie rupture dans la filière. Également, on a des menaces de maladies émergentes. Vous avez probablement tous déjà entendu parler de la TR4, la fusariose race 4 tropicale, qui est aujourd'hui en pleine expansion et notamment qui vient d'arriver sur le continent sud-américain. Voilà, donc aujourd'hui, tout ça, ça nous incite à penser que ce qu'on appelle l'agroécologie 2.0, c'est-à-dire une banane cultivée sans pesticides, ça se fera à travers une reconversion variétale ou ça ne se fera pas. Alors, aux Antilles, je parlais de stations de recherche vieilles de plus de 70 ans. On a également un programme d'amélioration génétique aux Antilles. On sait faire des variétés résistantes aux principales maladies, mais par contre, on a beaucoup de difficultés à les intégrer dans cette filière, qui est très, très normée. Et donc là, notamment, on a eu un premier lancement commercial pour une nouvelle variété dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la fameuse Pointe d'Or, et qui s'est soldée par un cuisant échec commercial. Et donc pour terminer, voilà, je voudrais signaler également cette initiative qui a été lancée par le CIRAD, de World Musa Alliance, pour intensifier les recherches sur l'amélioration génétique. Et voilà, et je vous remercie de vos oreilles et j'espère que l'avenir sera plus zen quand on mangera des bananes. Merci beaucoup Luc pour cette présentation très intéressante et qui montre bien que voilà, techniquement c'est possible, que j'imagine, ça tu n'en as peut-être pas parlé, peut-être on peut revenir dans les débats là-dessus, sur l'accompagnement des pouvoirs publics pour cette transition qui
Si on se situe maintenant dans un contexte plus sud, marché régional, il va falloir aussi mobiliser des ressources importantes. Je ne sais pas si on a une idée du coût que ça a représenté, cette transition, et qui a payé la facture. Et puis, voilà, on va prendre quelques questions, parce qu'après, on aura une présentation d'AVSF sur finalement le programme agroécologie en Afrique de l'Ouest, avec là une réalité différente. Là, on voit bien que dans ce que tu as présenté, le marché joue un rôle important, le consommateur joue un rôle important. Pour les marchés régionaux, la dynamique est sans doute différente. Donc peut-être on va prendre quelques questions. Oui. Ève. Bonjour, merci. Merci pour cet exposé. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est une question de précision. C'est-à-dire, quand vous dites « on », c'est qui exactement? Est-ce que c'est les stations de recherche de CIRAD? Est-ce que c'est tous les planteurs? Qui c'est ce « on » ? Je n'ai pas compris tout le long de l'exposé. Et l'autre chose, c'est que est-ce que vous pouvez il y a des bananes bio où il n'y a pas du tout de pesticides, pas d'herbicides, rien du tout. Donc, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes de bananes qui pourrissent au bout, je ne sais pas quoi? Et pourquoi vous ne nous en avez pas du tout parlé? Est-ce qu'on n'en fait pas du tout en Martinique ou en Guadeloupe? Je ne sais pas. Voilà, c'est mes 2 questions. Merci. Comment ça marche? Attends, on va prendre Luc. C'est automatique. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions. Oui, Thomas Le Bourgeois du CIRAD. Vous nous avez dit qu'il pouvait y avoir jusqu'à 10-12 traitements de glyphosate pour le désherbage et de gros problèmes de nématodes. Est-ce que vous avez étudié s'il y avait une relation entre le nombre de désherbages au glyphosate et le taux d'infestation des nématodes? Vas-y, tu peux répondre. Oui, je vais commencer à répondre parce que effectivement, sinon je vais oublier les questions. Donc, pour répondre sur le on, je l'ai bien dit au début, le on, c'est à la fois le dispositif de recherche, donc les travaux qui ont été menés par le CIRAD, mais également l'interaction avec cette filière banane qui a été finalement réceptive et qui a adhéré à ce contrat de progrès. Après, pour revenir sur le... Alors, juste pour préciser, il faut dire également que cette filière BGM n'avait pas le choix, tout simplement aussi, tout simplement parce que la législation a évolué très très rapidement. Donc en fait, les travaux que nous on a menés ont permis de proposer des solutions avant que la législation arrive à une impossibilité d'utiliser certains pesticides. Je pense notamment aux nématicides. Mais là, aujourd'hui, clairement, il était important aussi pour les producteurs antillais de faire évoluer leur système de production parce que la législation ne leur permet pas de faire la même chose que dans le reste du monde. En ce qui concerne le bio, alors j'en ai pas parlé tout simplement parce que le bio, à l'échelle mondiale, ça reste mineur, tout simplement parce qu'on ne peut faire du bio que dans certaines zones de production qui sont très limitées, qui sont des zones où le climat est sec et où on a de l'eau. Donc c'est un peu paradoxal, il faut avoir les deux en même temps. Donc ces zones de production sont relativement limitées. Dans la plupart des zones où on cultive le bananier sont en zone tropicale humide, où là par contre il est quand même beaucoup plus difficile de contrôler l'ensemble des bioagresseurs, et notamment celui qui pose le plus de problèmes, c'est la cercosporiose du bananier. Sur la question Alors sur la question lien entre nématicides et herbicides, c'est alors entre nématodes abusive de glyphosate et contamination de nématodes du fait de la dégradation des sols par le glyphosate. Mais dans quel sens? Alors qu'il y aurait plus de nématodes ou Plus on utilise de glyphosate, plus on pourrait avoir de nématodes. Ouais, moi non plus, honnêtement. Ouais, non, honnêtement, je sais pas, non. Peut-être une question et après on va avancer. Oui, moi c'était sur les coûts. En fait, dans l'exposé précédent, à Hanoï, on a vu que ça coûtait plus cher de faire de safe, vegetable safe. Et là, dans le cas de la banane, vous avez dû faire des études économiques, j'imagine. Même si vous s'était imposé, même si vous aviez un contexte qui vous imposait de faire du moins
nématicide, moins du zéro, etc. Mais finalement, est-ce que les producteurs de bananes, ils ont eu une facture à payer? Est-ce qu'ils se sont retrouvés en concurrence et en compétition avec ceux qui ne faisaient pas et qui n'appliquaient pas toutes ces normes? Et comment ça s'est passé en fait? Alors, c'est une bonne question, en fait. Encore une fois, c'est ce que je disais au début. En fait, cette histoire, elle était possible et parce que les producteurs ont adhéré, mais également parce qu'il y a eu des politiques publiques, hein, c'est un peu ce que tu voulais dire, qui ont permis d'accompagner. Donc aujourd'hui, il y a un système voilà, d'aide aux producteurs pour compenser des diminutions de rendement et des coûts qui sont élevés. Donc ça, c'est ce qui permet à cette filière de perdurer encore aujourd'hui aux Antilles. Alors, maintenant, comment ça va se passer quand on va basculer à l'international? À l'international, finalement, ce n'est pas tellement les coûts de production qui risquent d'augmenter, même si aujourd'hui, on voit qu'on est quand même dans une ère post-Covid où tous les intrants, tous les intrants, notamment les fertilisants, mais également tous les produits phytosanitaires, sont en train d'exploser. Ce qui est vraiment limitant aujourd'hui sur le plan économique dans cette filière banane, c'est l'atteinte de niveaux de rendement élevés. Parce qu'en fait, la rentabilité économique repose sur l'atteinte d'objectifs de rendement. Et là, finalement, c'est là qu'on peut se dire, voilà, si le reste du monde bascule dans du zéro pesticide, là, effectivement, ça risque d'avoir un impact sur les niveaux de rendement qui seront obtenus. Ça, c'est difficile, c'est difficile à dire. Mais il faut savoir que même une perte de rendement de l'ordre de 10-15%, c'est très impactant.